La contrefaçon est devenue aussi courante que le rhume. Elle n'épargne aucun secteur manufacturier. Au Cameroun, le décret présidentiel numéro 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création de l'Agence des normes et de la qualité ANOR vise à booster la compétitivité des produits camerounais. En fait, c'est d'une part pour relancer la croissance économique camerounaise et d'autre part pour améliorer la condition de vie des populations. Des initiatives louables, mais qui ne font pas encore loi sur toutes les formes de contrefaçon. La fraude au Cameroun a eu mainmise notamment sur l'agriculture, les spiritueux, l'art et malheureusement sur les matériaux de construction, l'alimentaire et le médicament. La dure réalité repose sur le fait que le produit contrefaisant ressemble au contrefait. Étiquettes, notices et labels sont très proches des normes prescrites. Les conséquences de cette activité ne peuvent être quantifiées ni sa gravité évaluée à l'avance. Au cas par cas, les intrants agricoles improductifs ont envahi nos marchés. Le phénomène de la piraterie des CD poursuit allègrement son chemin au mépris des auteurs agréés et de ce fait, c'est l'art camerounais qui se meurt. La contrebande ne résigne point. L'absorption des aliments falsifiés et des médicaments nocifs fauche encore des vies. Le matériau de construction vendu dans certains rayons a causé l'effondrement de certains immeubles de nos villes. L'homologation des normes est un pas important pour l'éradication de la contrefaçon au Cameroun, mais il faut encore plus. On se rappelle qu'il avait été instruit par le Minimid il y a quelques années, dans le cas des matériaux de construction, qu'ils doivent être soumis à la procédure de certification préalable avant leur mise en consommation. Les vendeurs en détail des produits soumis aux normes doivent obligatoirement, avant toute distribution aux particuliers, obtenir des copies de certificats de conformité relevant des dits produits auprès de leurs fournisseurs. Reste à savoir dans quelle mesure ces détaillants mettent en application cet arrêté. Outre la répression, le dernier recours, l'on en appelle ici à une introspection. La contrefaçon constitue un poison pour notre économie et pour nos vies. En finir avec le paludisme. Tel est le thème retenu pour la 9e édition de la Journée mondiale du paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain. C'est en prélude de cette commémoration que la coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en abrégé CCA contre le sida, a organisé une conférence de presse dans les locaux du JICAM. Il était question pour les organisateurs de présenter à la presse le point de ces activités accomplies, mais aussi le programme des activités en perspective relatives au mémorial en vue. Dans son propos, le docteur Dima Priso rappelait que barrer la voie aux anophèles dans les espaces hospitaliers était un objectif à atteindre. Pas question, martelait-il, que l'on parte de l'hôpital étant porteur de paludisme. En la circonstance, des centaines de moustiquaires seront installés dans les locaux de district, en l'occurrence celui de Deido sous la houlette de docteur Mwangue Antoine. Qui ont reçu les NIDA les utilisent. Donc ça c'est notre premier objectif, sensibiliser sur la bonne utilisation de la NIDA. Ensuite les actions intégrées pour nous, que nous ciblons, par exemple installer les NIDA sur les lits d'hospitalisation des hôpitaux, etc. L'on procédera ensuite à l'animation des stands. La CCA contre le sida, dans sa mission d'accompagner les entreprises dans la mise en place des politiques de protection de la santé des travailleurs, a prévu une journée de l'entreprise répartie sur 3 volets, à savoir la thématique, les awards et les échanges. L'occasion sera aussi donnée de mettre en avant la responsabilité sociale de l'entreprise au cours d'une marche sportive sur une distance de 10 km prévue le 30 avril prochain. Dans le jeu des questions et réponses, la CCA a précisé que dans l'ordre de ces actions posées, l'on peut noter la pulvérisation intra-domicile dans 3000 maisons. Pour ce qui est du palu et du VIH dans les entreprises, 4442 dépistages rapides ont été effectués. On peut aussi énumérer les journées de propreté, des causeries éducatives et la promotion des pères éducateurs. Pour cet organisme, l'indice des statistiques n'est pas plus important que les actions en faveur des populations. L'unité de transformation que vient d'acquérir la Société d'expansion et de modernisation de riziculture de Yagua, en abrégé SEMRI, est une mini-rizière full option de nouvelle génération avec un débit moyen de 2,5 tonnes métriques de paddy par heure,
dans les meilleures conditions de récolte. Elle est moins bruyante et peu polluante. La mise en service de cette unité de transformation va générer des plus-values telles emplois considérables et permettra aux ménages camerounais de se délecter d'un riz de haute facture au parfum naturel inégalé. Cette unité de transformation a été financée par le budget d'investissement public Minader, exercice 2013, et par le truchement d'un virement mis à la disposition de la SEMRI. L'usine a été inaugurée à Yagua par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyébé a souligné que cette usine traduit l'engagement du gouvernement camerounais à accompagner la SEMRI dans la production et la transformation du riz local. À cet effet, il a recommandé au directeur général de cette société, Marc Samatana, à veiller au bon fonctionnement et à la maintenance de cet équipement. 2 autres unités de transformation d'une capacité de 5 tonnes par heure seront livrées d'ici juin 2016, a-t-il indiqué. Avec tous ces équipements, la SEMRI pourra donc répondre aux attentes des populations, contribuer à l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. Avant de quitter la ville de Yagua, le ministre a procédé à la visite du périmètre risicole et à la station de pompage. La rétention de l'information, les intimidations, les tentatives de culpabilisation des journalistes par certaines autorités sont là quelques entraves à l'épanouissement de la presse au Cameroun. Selon le classement mondial de la liberté de presse 2016, publié mercredi dernier par Reporters sans frontières, le Cameroun a gagné 7 places. Le pays de Paul Biya figure ainsi au 126e rang mondial sur 180 pays classés. En effet, constate l'organisation non gouvernementale, en dépit de la floraison de chaînes à travers le pays, le gouvernement se hâte lentement de leur attribuer un agrément définitif, une technique qui, dit-elle, est utilisée par le gouvernement pour continuer à faire planer le spectre d'une interruption des missions. On en veut pour preuve, il y a quelques mois, 2 médias qui ont ainsi été fermés à Bafoussam, c'est dans l'ouest du pays. Fermés, apprend-on, suite au non-respect de la déontologie du métier, une raison qui, selon certains observateurs, n'est qu'un alibi sans valeur. Si le rôle des médias est d'informer, d'éduquer et de divertir, qu'en est-il du succès de sa première tâche au Cameroun ? En effet, le résultat n'est pas aussi reluisant. Le musellement de la presse par des techniques plus répressives que dissuasives fait du 4e pouvoir une vraie machine à désinformer. Les informations les plus banales sont parfois qualifiées de sensibles pour ne pas dire de top secret. Les journalistes rebelles n'ont qu'à bien se tenir puisque ceux qui dérangent sont facilement mis aux arrêts ou accusés de terrorisme, un motif vague qui permet des arrestations arbitraires plus ou moins prolongées. Une nouvelle loi antiterroriste prévoit de traduire les prévenus devant les tribunaux militaires. Selon Reporters sans frontières, le Cameroun a gagné cette place en dépit de la floraison de chaînes à travers le pays. Ce palmarès révèle les positions relatives de 180 pays au regard de la latitude d'action de leurs journalistes. Au vu des indices régionaux, il apparaît que l'Europe, avec 19,8 points, demeure la zone où les médias sont les plus libres, suivi de loin par l'Afrique qui totalise 36,9, un fait inédit qui l'a fait passer devant les Amériques qui totalisent 37,1 points. L'Asie compte 43,8 points, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale 48,4, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient avec 50,8. Restent les régions du monde où les journalistes sont les plus soumis à des contraintes de toutes sortes. À noter que plus l'indice monte, pire est la situation. Il est donc clair que le Cameroun n'est pas le seul pays enlacé par le musellement de la presse, mais il ne s'agit pas non plus d'un atout pour le développement.
La maîtrise de l'outil informatique de nos jours est un atout indéniable pour la société. Mais l'introduction des TIC aux examens officiels, à quelques semaines des échéances, n'est pas du goût de tous. Pour cause, l'insertion tardive de l'informatique dans certains examens officiels semble être un obstacle auquel se heurtent les candidats appelés à affronter les épreuves écrites. En guise de rappel, les premières victimes de cet ajout de dernière minute furent les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général session 2013 qui ont reçu l'information un mois et demi avant l'épreuve finale. Un an plus tard, c'était au tour des pré-bacheliers. Une mauvaise habitude qui revient cette année en épinglant cette fois-ci les candidats au certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement secondaire technique et industriel. Comme il fallait bien s'y attendre, la situation embarrasse certains encadreurs qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement. La mauvaise nouvelle, c'est le fait que l'État camerounais ait attendu aussi longtemps pour pouvoir donner cette information, étant donné qu'il y avait un programme au préalable qui avait été donné. Aujourd'hui, il est question, à moins de quelques jours du CAP, que les enseignants revoient ce programme-là. Bien que ces dispositions soient en droite ligne avec le vœu du président de la République, conformément à son message du 10 février dernier de favoriser le développement de l'économie numérique, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle soit indexée en raison d'introductions inattendues. La conférence de presse donnée sur le site de l'incinération des trompes d'éléphants par l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies lui a permis de faire le bilan de sa visite au Cameroun. Un agenda bien chargé qui lui a permis de rencontrer le président de la République, le chef du gouvernement Philémon Yang et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Si l'émissaire de Barack Obama a d'emblée tenu à féliciter le Cameroun pour ce geste d'incinération, l'essentiel de la visite portait sur la guerre contre Boko Haram. Pour toucher du doigt l'ampleur du désastre, l'ambassadrice s'est rendue dans l'extrême nord du pays. Et c'est justement le fruit de ces constats qui ont été partagés avec les autorités camerounaises. Pour l'ambassadrice Pawa, le Boko Haram ne peut être vaincu que par des moyens militaires. Il faut donc, pour sa part, mettre un accent sur la protection des droits de l'homme, la gouvernance, impliquer les soldats et les populations et promouvoir le développement économique. Le respect des droits humains lors de la guerre contre Boko Haram, a-t-elle insisté, induit la conduite des enquêtes diligentes et publiques contre toute personne rendue coupable de violation de droits humains, fût-elle militaire. L'envoyé spécial du président américain, qui a en outre annoncé la mise à disposition d'un fonds spécial de 40 millions de dollars américains au titre de l'aide humanitaire américaine au pays du bassin du lac Tchad, victime de Boko Haram, a répondu aux questions des journalistes, lesquelles questions ont entre autres porté sur les conditions d'octroi de l'aide américaine au pays du lac Tchad, le choix porté sur l'incinération des défenses d'éléphants plutôt que leur conservation archéologique.